soir jusqu'à 1h. La nuit est à vous sur Europe 1. Alors à vous de la colorer, de la pimenter au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme. Vous avez entièrement carte blanche puisque c'est vous qui composez le menu de cette libre antenne. Vous serez accueillis ce soir au 39 21 par Quentin et Justin sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez à tout moment nous écrire sur le site europe1.fr, nous envoyer vos messages au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit. Alors Wendy Bouchard recevait François-Xavier Demaison pour nous parler du film La chance de ma vie. Alexandre justement nous envoie un petit message pour dire qu'il a vu le film et il a beaucoup aimé. Il dit une comédie légère, un bon film romantique qu'on a besoin de voir en ces temps où l'actualité est lourde, nous dit Alexandre. Allez, nous sommes partis pour 2 heures de direct, comme chaque soir, et nous allons accueillir tout de suite Guillaume. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Guillaume. Donc, déjà, je voulais vous souhaiter une bonne année à vous et à toute Europe 1. Merci beaucoup Guillaume, très belle année à vous. Merci. Alors l'année commence bien pour vous, enfin sous le signe de l'amour, puisque vous avez rencontré une jeune femme par le biais d'Internet. Oui, il y a 8 mois, donc demain ça fera 8 mois. Oui. Et, demain. Oui, demain. Mm-hmm. Donc malheureusement, entre guillemets pour moi, elle habite à 500 km de chez moi et elle n'a pas de possibilité de se déplacer. Donc c'est moi chaque fois qui vient la voir. Oui. Vous faites un métier qui vous permet cela, je crois. Je suis contrôleur aérien, donc. Oui. Donc ça va, j'ai assez de temps, mais le problème c'est que donc quand je viens, je suis obligé de prendre une chambre d'hôtel et on est obligé de entre guillemets de se cacher de ses parents, parce qu'ils ne sont pas très fans Pourquoi des rencontres internet. Ils ont des a priori assez négatifs. Donc, par rapport à quoi? Sur les rencontres internet et sur ceux qui les utilisent. Pour eux, ils pensent que tous les hommes qui les utilisent sont des pervers sexuels, des pédophiles. Bon, oui, en effet, ils ont de sacrés a priori. Mais après tout, vous n'êtes pas obligé de leur dire la façon dont vous vous êtes rencontrés. Le problème, c'est que, enfin, mon amie, elle a peur que ce qu'ils vont forcément dire, mais comment ça se fait qu'à 500 km d'écart, vous êtes rencontrés? Oh bah ça, écoutez, après tout, vous auriez pu vous rencontrer, je sais pas, lors de vacances, lors d'un, vous savez, hein, aujourd'hui, c'est plus comme avant où on ne sortait pas de sa ville, de sa région d'origine. Oui, mais comme ses parents sont plus trop jeunes, ils sont encore. Oui, mais justement, eux ont peut-être cette vision-là de la vie, mais elle est jeune. Elle a quel âge? Elle a 24 ans. Oui, elle est toute jeune, donc ouais. elle a pu sortir quand même de sa ville. Elle est partie en vacances, j'imagine déjà certaines fois. Oui, plusieurs fois. Mais bon, après, donc elle a pu rencontrer quelqu'un lors de ses séjours. Oui, mais après, parce qu'elle avait une fois une discussion, enfin, sans parler de moi, elle parlait des rencontres internet. Et j'avais dit, ah là là, si nous on tient à ce que ce soit une rencontre entre guillemets réelle et si on ramène quelqu'un de là-bas, ce sera un non. Mais de là-bas, c'est-à-dire il voulait dire du système internet, enfin. Mais justement, si ça doit être un problème, à la limite, vous n'êtes même pas obligé de leur dire. Pourquoi? Justement, si vous pensez que ça doit être, franchement, si ça doit donner lieu à polémique et que du coup ils vont voir en vous, je sais pas, un chasseur, un prédateur, pédophile, pervers sexuel. Ouais, bon, pédophile, déjà vous seriez pas avec leur fille, hein, c'est bon. Mais, enfin, écoutez, vous auriez très bien pu rencontrer votre fille, oui. Moi aussi, je m'y mets. Leur fille dans d'autres circonstances. Oui. Et enfin, il y a pas lieu de faire un problème là où il y en a pas au fond.
Parce qu'en fait, oui, parce qu'elle avait déjà rencontré des personnes avant moi, et à chaque fois, c'était une question comment tu l'as rencontré, d'où vient-il? Et elle percevrait comme un mensonge si elle disait autre chose que la vérité. Mais quel âge ont-ils, les parents? Parce qu'elle, vous me dites, elle a 25 ans et vous me dites ses parents sont très âgés. Son père a 70 ans et sa mère en a 65. Ah oui, ouais. Ils sont pas de la... Parce qu'il y a des gens déjà quand même qui sont, même à ces âges-là, branchés sur Internet, mais eux, non, pas du tout. Ils ont vraiment... Mais remarquez, en même temps, ça pourrait être pour eux l'occasion de voir que sur Internet, il y a tout le monde, hein. Oui. Et qu'on peut tout à fait faire des rencontres et rencontrer des gens bien sur Internet. Et que la preuve, vous êtes depuis maintenant, ça fera 8 mois demain avec leur fille, et que vous vivez une jolie histoire avec elle. Oui. Ça pourrait aussi leur permettre d'évoluer, de faire changer leur regard sur les personnes qui sont sur la toile. Oui, c'est vrai. Au fond, aussi. Oui, mais après, moi, ce qui me fait peur, c'est plus, ils disent, oui, mais il a l'air sympa comme ça, mais comme on dit, les apparences sont trompeuses, ça se trouve... c'est pour ça, je vous le... Ah oui, mais moi, si je pouvais pas le dire, je ne le dirais pas, mais elle m'a dit, c'est la question qu'ils te poseront, donc... Elle pense qu'ils vont demander comment vous vous êtes rencontrés. Ah, oui. Mais vous pensez pas, déjà, si vous devez les rencontrer, vous devez les rencontrer quand? Elle aimerait bien en février-mars. Oui, mais à mon avis, vous pensez pas qu'ils lui ont déjà posé la question? Parce que si elle leur dit, voilà, j'ai quelqu'un dans ma vie et je veux vous le présenter, elle leur en a déjà parlé, donc? Non, pas encore. Ah, elle ne leur en a pas parlé? Oui, mais à partir du moment où elle va leur en parler, c'est à elle qu'ils vont poser la question. Oui, mais ça se trouve, ils diront un nom catégorique, on ne veut pas de ça dans la famille, peut-être. Parce qu'ils sont encore arrêtés. Ils ont une nièce qui avait justement rencontré un ami par Internet, et malheureusement, ça n'a pas duré. Ils ont divorcé, ils ont dit, normal, forcément, toutes les rencontres sur Internet ne sont pas faites pour durer, et c'est que du vent, c'est que... Oui, enfin là, alors, franchement, on est vraiment dans les a priori, hein, parce que quand on voit qu'il y a un divorce sur 3, un mariage sur 3 qui finit par un divorce en province et 1 sur 2 à Paris, vous voyez, c'est pas le fait d'Internet là pour le coup. Non, mais ça c'est vrai. Mais donc après, leur nièce, c'est une chose, mais enfin là, mettre ça sur le dos d'Internet, ça n'a rien à voir. Ah non, donc ce sont vraiment leurs préjugés. Après, oui, mais c'est pour ça, s'ils ont autant de préjugés, autant leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, hein, et puis se taire. Voilà, elle vous a rencontré, elle a l'occasion de se déplacer, et vous leur rencontrez, vous leur racontez l'histoire qu'ils ont envie d'entendre. Hein. Oui, c'est ce que je lui avais dit ça, mais... Même si c'est la solution idéale, pour elle, ce serait comme leur mentir. Donc, oui, mais alors elle sait pas bien ce qu'elle veut, hein, parce qu'en même temps, elle veut leur dire la vérité, mais en disant ils vont pas t'accepter. Et puis si elle leur raconte leur mentir, attendez, c'est quand même un pieux mensonge. Elle est pas obligée non plus. L'important, c'est de vous présenter à eux, et puis ce que vous vivez vous ensemble. Elle n'est pas obligée de leur donner tous les détails de votre relation. Ça vous regarde. Elle est un petit peu. Enfin, il y a un côté un peu infantile encore dans la relation à ses parents. Ça la regarde elle et vous, ça. C'est la petite dernière qui habite encore chez eux, donc ils sont assez poules sur elle. Donc. Oui, mais il y a un côté être obligé de tout dire à papa et maman, ça la regarde. Oui. Vous seriez rencontré dans un club échangiste, elle irait le raconter à ses parents? Non, mais voyez, je pousse la caricature loin. Oui. Elle irait pas le dire à ses parents? Ah oui, non, c'est clair. Bon, oui, mais ça aurait pu. Oui. Et bon, c'est ça qui pose le problème entre savoir, entre guillemets, mentir ou pas, ou cacher, ou... Parce que elle dit je viens de préparer le terrain, mais
moi j'ai peur qu'ils disent on veut pas de ça chez nous. Enfin, oh non, mais alors attendez, mais vous vous rendez compte? Alors là, c'est quand même, excusez-moi, mais c'est faire preuve d'un esprit très étroit. Hein, pas de ça chez nous, tout ça, parce que franchement, c'est quelqu'un rencontré sur Internet. Le monde change. Hein. Ah mais oui, c'est. Pas de ça chez nous, ça a de vieux relents. Ça fait peur. Hein. Écoutez, justement, attendez, ils vont, ça se trouve complètement, vous trouvez un jeune homme absolument charmant et délicieux, et après, peu importe la façon, au fond, les circonstances dans lesquelles vous avez rencontré leur fille. Oui. Et après, oui. Et moi, vous voyez, il y a Finette qui dit il y a de jolis mensonges dans la vie aussi et qui sont faits justement par amour. Ne dites rien, ça restera un beau secret. Il faut convaincre votre amoureuse, dit Finette. oui. Moi, je crois que je suis pas d'accord avec le fait de tout dire, la transparence à tout prix, même dans les couples parfois et avec les parents, de vouloir tout raconter. Ça relève de votre intimité amoureuse. Alors quand il y a des parents, on en parlait vous voyez, ça relève un peu ça rejoint le témoignage de Sébastien dans un autre registre qui voulait faire son coming out avec ses parents, enfin qui réfléchissait sur la façon de le faire avec des parents qui étaient extrêmement, là aussi, hein, c'était pas de ça chez nous en gros, hein. On veut pas en entendre parler dans un autre registre. L'homosexualité, ah non, surtout pas. Bon, registre, oui, c'est un autre registre. Oui, mais ça rejoint, c'est ça, c'est finalement cette espèce d'étroitesse d'esprit à un moment on veut pas savoir. Bon, c'est encore différent parce que Sébastien, ça allait au-delà de ça. Je dis, ça peut être compliqué encore pour des parents d'apprendre que leur enfant est homosexuel, mais les parents de Sébastien, c'était encore très différent parce que il y a aussi le rang social. Ils n'acceptaient pas que leur enfant ait grandi, surveillait ses sorties et autres. Bon, alors là, ça touche à Internet, se rencontrer par Internet. Ah non, Internet, il y a que des gens qui sont. Il y a que des perdus de la vie. Il y a que des perdus, des paumés ou des gens dangereux sur Internet. Alors, sur Internet, il y a de tout. Oui, ça c'est clair. Il y a toutes sortes de gens. Oui. Bon, donc finalement, à avoir comme ça des préjugés, on se ferme à tout. Hein, Alors parfois, il vaut mieux savoir se taire. Et on le dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Vous savez, il y a des vieux proverbes qui ont tout leur sens. Oui. Bon. Vu comme ça, oui. Comme dit Jean-Paul, écoutez, vous avez qu'à dire que vous l'avez rencontré dans une grande surface. Hein. Peut-être que ça leur conviendra mieux. Vous voyez, il faut rester, s'adapter à ce qu'ils... Dites-leur ce qu'ils ont envie d'entendre. Oui, non. Oui, pourquoi elle veut aller au-devant des problèmes, votre amie? Non, mais parce qu'elle sait ce qu'elle avait déjà présenté il y a quelques années un ex à elle, à ses parents, et la première question, c'était quand vous étiez rencontrés. Donc, elle dit, j'ai peur qu'il recommence avec cette question. Eh bien, justement, si elle... il vaut mieux finalement qu'elle préserve votre relation et votre bonheur plutôt que de la mettre en péril en voulant à tout prix vouloir être la bonne fille qui veut plaire à ses parents, veut être aimée à tout prix de ses parents et donc pour plaire à ses parents veut surtout être digne d'eux et ne pas mentir et être dans le droit chemin. Alors, elle n'a pas commis, elle n'a pas fait quelque chose de grave. Hein. Elle a juste été sur Internet et ça lui a permis de vivre une jolie histoire d'amour avec vous. Vous voyez, c'est pas une transgression majeure. Hein. Oui. Il y a Martine qui dit, moi j'ai rencontré mon chéri sur Internet, nous vivons une histoire d'amour magnifique. Alors, un petit mensonge, si elle tient à vous. Hein. Mais quitte à ce que ce soit un mensonge qui puisse durer 30 ans, 40 ans... Et alors ? Il y a Eurydice qui dit, j'ai rencontré mon ami sur le net, mes parents pensent que je l'ai rencontré sur mon lieu de travail, parce que je connaissais leur avis, et eux aussi étaient contre Internet, c'est ma vie privée, dit Eurydice. Et First Lisa qui dit, elle doit s'émanciper et ne rien dire, c'est aussi ça grandir, hein. Il faut, si elle a peur au fond, de les décevoir,
Donc, elle a peur de les décevoir et de leur faire du mal. Bah oui, et alors en même temps, elle veut à tout prix leur dire la vérité. Alors, il y a des choix à faire. Mais écoutez, on peut pas toujours être, voyez, la bonne fille, le bon petit garçon. Il faut aussi, à un moment, comme le dit First Lisa très justement, s'émanciper, mener sa vie. Elle ne fait rien de grave. Hein. Vraiment. Parce qu'elle envisage après, plus tard, si tout se passe bien entre nous, de me rejoindre. Donc ça veut dire un choc pour ses parents que... Ah ben oui, la petite dernière va prendre son envol, va quitter le nid. D'accord. Oui, mais ce sont des choses qui arrivent très fréquemment, ça. Oui. Que ça soit avec un homme rencontré sur Internet ou, comme le disait Jean-Paul, dans un supermarché. Oui. Allez, bonne chance pour la rencontre, Guillaume. Au revoir. 39 21 34 centimes la minute. Il y a Roland de la Moselle qui dit: allez, si les parents voient leur fille heureuse, eh bien, ils oublieront d'où vient la rencontre. Et puis, il y a Salomon qui dit: les parents ont également besoin de rêves, qu'elles les fassent rêver en leur racontant la rencontre idéale. Oui, quelle est leur rencontre idéale selon eux? On va accueillir maintenant Sandrine. Bonsoir. Bonsoir. Et on va rester dans les relations avec les parents, avec vous, Sandrine. Oui, complètement. Déjà, je vous souhaite une bonne année. Merci, Sandrine. Belle année à vous également, tous nos vœux. Je vous remercie. Voilà, je vous appelle parce que ça a été très très dur pour moi pendant ces fêtes. En fait, voilà, moi j'ai 2 enfants. Oui. Et voilà, de 9 ans et 7 ans. Et j'ai mes parents qui habitent à 10 minutes de chez moi. Oui. Et si vous voulez, depuis leur naissance, ils ne les ont pas pris ni une après-midi seule, ni un week-end. Ou enfin voilà, c'est comme ça. Voilà, ma maman a une activité où elle est prise tous ses week-ends. Et mon papa part à peu près 8 mois de l'année dans un autre pays. Oui. Où il a fait sa petite vie là-bas, il a une maison. Après, bon, ils sont toujours ensemble, mes parents. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué. Déjà par rapport aux relations, et c'est surtout par rapport à Noël, là, ça m'a un petit peu choquée. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'avais invité ma maman et mon papa chez mes beaux-parents. Mmh. Et ma mère m'a dit, bon, écoute, on pourra pas venir. Et en fait, j'ai appris qu'elle est partie danser et qu'elle a laissé mon père seul le 24 au soir. Oui. Et pareil pour le 31 au soir. Et j'ai appris par ma sœur qui regardait Arthur ou Sébastien, enfin je sais pas ce qu'il y avait à la télé, le pauvre, et qu'il regardait les décomptes et qu'il se regardait seul à la glace et qu'il les a comptés, et qu'il était seul. Et ça m'a vraiment très très fait mal au cœur. Si vous voulez, ça m'a un petit peu gâché tout ça, quoi. Et si vous voulez, en même temps, comme je vous disais, oui, ma maman, mes parents habitent à côté de chez moi, ils n'ont jamais pris mes enfants. Et alors, voilà, il y a deux choses. Il faudrait que je m'en détache, je pense vraiment, pour pouvoir vivre. Et j'ai énormément de mal. Vous avez peut-être d'autant plus de mal à vous en détacher, Sandrine, qu'au fond, ça vous a manqué l'image d'une, enfin pas seulement l'image, mais d'une famille, d'un couple uni.
Oui. Complètement, oui. Donc on reste soit dans la nostalgie, soit dans le manque de ce qu'on n'a pas eu parfois. Parce que au fond, vous me décrivez votre père qui vit 8 mois de l'année dans un pays à l'étranger, oui, donc seul, sans votre mère. Oui, il est parti parce qu'il a voulu... parce que si vous voulez, il avait un métier à l'époque où il partait énormément. Oui. Il était dans la police, donc il était souvent en déplacement. Oui. Et donc c'est vrai que quand il rentrait à la maison, moi j'en ai pas des souvenirs très très joyeux. C'était quelqu'un de très très dur et de très autoritaire. Hein. Et je pense que ma maman, je dis ma maman parce que voilà, hein, excusez-moi, ma mère, elle a... Vous pouvez dire, hein, c'est révélateur aussi. Hein. Oui, je sais, mais je le vois bien. Elle en a beaucoup, je pense, souffert aussi de son comportement, tout ça, qu'il n'ait pas peut-être assumé sa famille, et je pense qu'elle lui fait payer maintenant. C'est possible, oui. Non, mais je pense complètement. Hein, mais le problème, c'est que moi, je suis encore la petite fille qui les regarde et qui ça me fait terriblement souffrir, quoi. Oui, parce que vous parlez de vos enfants, mais finalement, c'est vous qui souffrez. Ben oui. C'est vous qui souffrez, hein. C'est ça. Vous le dites là très justement. C'est vous qui regardez votre papa et votre maman. Et alors, c'est vrai que de l'extérieur, on se dit cette femme, on pourrait dire, hein, oui, quelle ingrate. Le soir du 24, du 31, elle s'en va danser, elle laisse son mari seul. Mais là, mis en perspective comme ça, dites aussi, au fond. C'est toujours complexe, hein, une relation de couple. Et vous avez un regard d'enfant, et vous, en tant qu'enfant, vous avez, il y a beaucoup, on sent, hein, beaucoup de manque, de souffrance. Et après, certainement que, vous savez, dans un couple, ils ont l'un et l'autre leurs raisons. Ils sont toujours en même temps ensemble, hein, aujourd'hui. Donc, ils ont aussi des raisons de rester ensemble. Mais vous avez raison de dire qu'elle fait certainement payer. Oui, mais alors le problème, c'est que, si vous voulez, moi j'aimerais vraiment, moi j'ai un regret, c'est que, si vous voulez, mes enfants, et j'ai une sœur aussi qui a des enfants, et elle ne voit pas, enfin, ils ne voient personne. Ils sont là, bien sûr, ils appellent pour les anniversaires, si vous voulez, ils donnent des sous pour Noël et tout ça, mais ils sont pas du tout présents, et je lui en ai fait le reproche. Oui. Et elle me dit qu'elle peut pas faire autrement, qu'elle n'y arrive pas. Et je voulais vous dire, voilà, j'ai été suivie un petit moment par un psychiatre qui me disait que des parents qui ont été mauvais, je sais pas, il m'a dit ça, c'est un peu dur ce qu'il m'a dit, mais qui ont été pas très bons parents ne peuvent pas être bons grands-parents. Alors c'est un peu dur, hein. Moi je voulais votre avis. Alors il y a des alors je vais dire les choses autrement. Il y a des parents qui sont de meilleurs grands-parents qui n'ont été parents. Oui, ça c'est vrai. Hein, on le voit. J'ai des amis autour de moi qui sont. Oui. Parce que c'est pas la même chose qui est demandée. C'est-à-dire que les grands-parents sont plus ils n'ont pas la fonction d'éduquer un enfant. Voilà. Donc l'éducation est une chose complexe. Donc alors, mauvais parents, c'est toujours compliqué, mais il existe des parents défaillants, on va dire. Voilà, je préfère cette expression. Il existe des parents très défaillants, et quand il y a eu des parents très défaillants, c'est vrai que c'est compliqué, d'être qu'ils deviennent subitement des grands-parents très très présents, très enveloppants, très bon. Alors, j'allais vous demander justement comment. Alors, vous avez dit votre père, c'est quand même assez révélateur, hein, ce que vous nous dites de lui. Déjà, il était absent 8 mois de l'année, et puis quand il revenait, non, il est absent, mais en ce moment 8 mois de l'année.
Oui. Quand j'étais petite, oui, il partait très très souvent aussi. Alors, il partait donc très souvent absent, et puis quand il était là, très dur, très autoritaire. Alors, entre... Vraiment très 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 autoritaire avec moi et avec votre c'est vrai. mère. Oui, il y avait ma sœur Bon. aussi. Alors, quelle image, de père? C'est-à-dire, soit il est pas là, et puis quand il est là, ça ne va pas. Vous voyez? Soit il est pas là, Oui, et puis quand il est là, c'est... Mais là, tout il a d'un- complètement changé maintenant. Oui, peut-être, mais vous, l'image que vous en avez, c'est quand même... vous vous êtes construite sur cette image-là. Oui. Bon, Mais le problème, c'est que et votre mère, comment était-elle avec vous, enfant, quand vous étiez enfant? Elle nous protégeait le maximum qu'elle pouvait. De lui. Oui. Elle vous protégeait de quoi? De son autorité, il pouvait être... Oui, mais ça va au-delà, quand on protège. Il pouvait... Comment dire ça, il était très très autoritaire. Enfin, je veux dire, moi je pouvais prendre des gifles pour quoi que ce soit. Il pouvait péter les plombs, comme on dit, pour rien du tout. Donc du coup, on était un petit peu, si vous voulez, sur le qui-vive. On savait pas du tout comment il allait être le soir en rentrant à la maison. Donc c'était très très dur à vivre. Mais si vous voulez, moi, quand j'étais petite, avec moi, il était très, très, très dur. Parce que, bon, j'étais une petite fille qui travaillait pas bien à l'école. Et donc, moi, il m'appelait l'âne ou l'ânesse. Jusqu'au jour où que j'ai commencé à faire grandir, à réfléchir. Et puis, un jour, je lui ai dit, écoute, c'est compliqué. Si vous voulez, il m'a raconté un petit peu les histoires qu'il avait... en dehors de ma mère, des histoires conjugales, non, des maîtresses, voilà. Et quand il a vu que je comprenais, en fait, c'est là où il a commencé à m'accepter, et en fait, je me suis sentie valorisée. Et donc, par rapport à ça, il s'est toujours confié à moi, et ma mère aussi, et ça a été un boulet pour moi terrible, quoi, parce qu'en fait, les deux se confiaient à moi, et ça a été vraiment pour moi destructeur, quoi. Et comment? Ah oui, finalement, vous avez pu exister à leurs yeux en prenant une place qui n'était pas la vôtre, qui était celle de confidente, c'est-à-dire une place qui n'était plus une place d'enfant. Recueillir les confidences de son père qui vous parlait de ses maîtresses, c'est terrible. C'est terrible pour un enfant, pour une petite fille, parce que ça vous mettait dans une position où tout d'un coup, d'une certaine façon, c'était aussi trahir votre mère. Ça vous mettait dans un conflit terrible de loyauté. Et puis même, ça a été terrible parce que ma maman, un jour mon père voulait partir, il avait dit à ma maman qu'il voulait partir. Et j'ai appelé ma mère, j'étais avec des amis, vous savez, on était jeunes. J'ai appelé ma mère pour son anniversaire à minuit et elle m'a dit qu'elle voulait mettre fin à 16 jours parce que mon père voulait partir avec une autre femme, donc j'arrive en courant. Enfin voilà, j'ai été vraiment, je pense, trop investie dans leur couple. Et si vous voulez, ça m'a un peu bousillé ma vie et j'ai eu vraiment énormément de mal à m'en remettre de tout ça. Et donc, ce que je vous parlais au départ de ce qu'ils prennent mes enfants, finalement, je me demande si c'est bon pour eux même. C'est à se demander, oui. C'est une bonne question, oui. Mais en même temps, j'aimerais un retour, quoi. Parce que j'ai l'impression que, si vous voulez, moi, quand je l'aurais un petit peu sauvé leur couple, on m'a laissé tomber un petit peu... Oui, mais forcément, puisque c'est vous qui les preniez en charge. Les rôles étaient inversés, Sandrine. Vous avez eu affaire à des parents immatures. Oui. Et le problème, c'est que j'ai quand même 36 ans et que j'arrive pas à m'en sortir. J'ai un mari, j'ai deux enfants magnifiques. Oui, ne dites pas ça, Sandrine. C'est que vous avez pu, malgré tout ça, et ça témoigne quand même... c'est pas rien, hein, c'est même énorme, hein, d'avoir pu
face à ce couple, à l'image qu'ils vous ont donnée du couple, de la famille, vous avez pu quand même vous projeter dans l'avenir, avoir suffisamment confiance. Confiance, j'en ai plus. Confiance, mais quand même une confiance en l'avenir, une confiance dans le couple pour construire un couple et pour construire une famille. C'est pas donné à tout le monde, ça, Sandrine. Alors que vous ayez pas confiance en vous, oui, c'est le problème des enfants qui sont confrontés à des parents immatures et qui développent, eux, une hyper-maturité sur certains points. Oui. Et puis, évidemment, une grande fragilité sur d'autres, notamment sur le plan affectif. Parce que une grande maturité, parce qu'ils prennent en charge les fragilités de leurs parents. Et donc sur des problèmes enfin qui sont bien trop vastes et pour leurs petites épaules et pour leur psychisme d'enfant. Mais c'est vrai que sur beaucoup de points, ils développent beaucoup d'autonomie. Ils savent bien prendre en charge. Ils sont souvent ils savent appréhender les problèmes. Enfin, ce sont souvent des gens très fiables dans la vie, dans le travail vis-à-vis des autres. Mais c'est vrai qu'il y a une insécurité affective très grande. Complètement. Et je sais pas si c'est par rapport à l'âge de mes enfants et tout, je me sens complètement là, dévastée. Enfin, dévastée, oui, un peu. Vous pouvez le dire, oui. Oui. Ben oui, je peux le dire, alors, oui. Je suis très, très mal et le pire, c'est que je me suis réfugiée dans l'alcool. Depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Excusez-moi. Non, mais c'est important d'en parler. Et justement, j'avais un psychiatre qui en parlait avec lequel j'ai pas l'impression d'avancer parce que j'ai fait 2 cures, ça n'a pas marché. Et j'ai mon mari qui vient de monter une entreprise et pour lui c'est compliqué si vous voulez. Et j'ai l'impression d'être vraiment un boulet, quoi. Attendez, ne soyez pas si dur avec vous-même, Sandrine. D'abord, quand vous dites que ça n'a pas marché, vous savez, il peut souvent dans les cures comme ça, dans les sevrages, il y a souvent plusieurs tentatives avant d'arriver à celle où ça va marcher. Oui. C'est une véritable dépendance. Et il faut, c'est rare que ça marche lors de la première tentative ou même de la deuxième. Donc, vous savez, j'ai très peur. Vous savez, j'ai 2 enfants, j'ai pas envie de les perdre. J'ai très peur pour peur de perdre qui? Ah non, mais j'ai peur de mourir moi et de les laisser. Mais pourquoi vous parce que j'ai le foie qui est pas en forme et que si je continue comme ça. Je vais pas vivre non plus 10 ans peut-être de plus. Donc mais attendez, ça fait. Mais bon, c'est important que vous ayez conscience qu'effectivement, c'est il y a un processus comme ça d'autodestruction là-dedans. Mais en même temps, Sandrine, bon, ça fait 2 ans que vous alcoolisez. Non, ça fait beaucoup plus. Ça fait plus. 2 ans que je me prends en charge. Ça fait 2 ans que vous vous prenez en charge, d'accord. Voilà. Bon, vous allez recommencer un processus de prise en charge. Le problème, c'est que mon mari ne comprend pas trop. Ça fait 2 ans, si vous voulez, qu'il a monté son entreprise et j'ai l'impression vraiment de... Comment il faut dire ça j'ai pas envie de l'embêter plus. J'ai pas envie de... la dernière fois que je suis partie un mois, mon fils pleurait, le pauvre, il a fallu qu'il se débrouille seul pendant un mois, avec des petits... C'est très très dur, quoi. Oui, je comprends, forcément, c'est difficile.
c'est indéniable, hein. Évidemment que c'est lourd pour lui. Est-ce que sa famille ne peut pas, parce que vous me disiez que vous aviez passé Noël chez vos beaux-parents, est-ce que sa famille, parce que c'est vrai que venant de monter son entreprise, il est forcément très pris, très investi là-dedans. Oui. Est-ce que vos beaux-parents ne pourraient pas donner un coup de main à ce moment-là Mais si vous voulez, sa maman, elle est seule, son papa est décédé. Ah oui. Et en plus, avec un problème du foie. Oui. Votre belle-mère Non, mon beau-père. Hein. Mon beau-père est décédé. D'accord, oui. Non, je croyais que c'était sa maman qui avait un problème du foie. Votre beau-père. Non. Elle aussi, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas, je veux dire, important, là, pour l'instant. Et le problème qu'il y a, c'est, vous voulez, c'est qu'il ne comprenait pas ma maladie, ni d'un côté ni de l'autre. Là, pour Noël, il me représente l'apéro, il ressortent le champagne, ah oui, ça va le pas, vin. ça. Mais et qui si vous présente ça? Tout le monde. Votre mari? Ma famille. Mon mari aussi. Ah oui, non, mais alors là, effectivement, là, c'est pas... Là, ils ne comprennent pas, oui. Là, il y a un vrai problème. Oui. Là, il y a un vrai problème parce que là, là, vous n'êtes pas soutenu. Oui, ils ne comprennent pas à quel point pour vous c'est très important. C'est très important que vous soyez aidé et que l'entourage vous porte. Oui, mais le problème, c'est que ça a duré un an où c'est que, si vous voulez, plus attention. Et là, ils ont vu que ça allait mieux. Et puis, bon, ils me reproposent à boire. Et bon, mais en plus, la première fois, je dis non. Puis la seconde fois, je prends le verre. Est-ce que votre mari ne pourrait pas vous accompagner lorsque vous êtes au moins dans les... avec votre quand vous allez voir votre psychiatre ou le médecin alcoologue, qui lui explique très clairement les choses, ou aller dans les réunions il y a aussi les Al-Anon, vous savez, ou pour les familles de personnes qui s'alcoolisent, où on explique à l'entourage de quoi il s'agit. Le problème, c'est que, si vous voulez, déjà venu à une réunion où moi j'étais, et on l'a déjà fait, ça. J'ai pas l'impression qu'ils aient compris. Mais non, mais ça c'est clair qu'il n'a pas compris. S'il vous propose comme ça de prendre l'apéritif, alors lui il voit le côté festif, mais il ne réalise pas à quel point pour vous. Là, vous êtes dans une zone de haute tension. Là, vous avez besoin de tout le soutien de votre entourage. Hein. Mais si vous voulez, en fait, lui, ce qu'il me dit, c'est qu'il y a des gens qui boivent autant que moi, qui ne font pas un problème. Hein. Oui, il est à côté. Il est dans une forme de déni. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que moi... non, parce qu'il boit autant que vous. Non, mais d'abord, parce que le problème de la dépendance à l'alcool, c'est que déjà, selon les personnes, la même, il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres, déjà physiquement et psychiquement. C'est vrai que les femmes sont plus vulnérables que les hommes à l'alcool. Et puis là, il est dans une forme de déni, c'est-à-dire qu'au fond, il banalise complètement votre situation. Votre dépendance et votre souffrance. Oui. C'est-à-dire quand il dit il y a des personnes qui boivent plus que toi et c'est pas un problème, c'est au fond vous pouvez le percevoir comme c'est pas grave. C'est ce que je fais. C'est ça, finalement c'est pas un problème que tu continues à boire. Or vous, derrière ce problème d'alcoolisme, il y a une véritable souffrance intérieure. C'est-à-dire que si vous vous alcoolisez, c'est parce que derrière, il y a une vraie souffrance, un vrai vide que vous comblez de cette façon-là. Alors, il va y avoir, il y a ces cures que vous faites, il y a là, il y a une prise en charge, effectivement, médicale et thérapeutique. Mais, parallèlement à ça, il est évident aussi qu'il faut que vous puissiez parler en thérapie et continuer à parler de votre histoire, Sandrine. Parce que il y a, derrière cet état, cette souffrance dont vous allez vous finir par vous libérer. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de l'alcool.
Mais vous aurez... Mais vous allez y parvenir. Si vous voulez, c'est terrible parce que je me couche le soir. Je rêve la nuit que je bois. Le matin, je me dis, bon, mais tu vas pas boire. Et en fait, c'est une lutte quotidienne jusqu'à ce que je prenne le premier verre. Eh oui. Et c'est tellement dur, si vous saviez comme c'est dur. Mais actuellement, vous en êtes où, là ? C'est-à-dire qu'actuellement, vous consommez de l'alcool ? Oui. Oui. Et est-ce que vous êtes suivi sur un plan psychologique, là, ou pas ? Ou vous avez tout arrêté ? J'ai tout arrêté parce qu'en fait, quand je suis sortie de cure... Oui. Le problème, c'est que j'avais pas mal de cachets. Hein. Oui. Et mon mari me reconnaissait pas non plus en me disant tu es trop calme, tu es plus toi, c'est plus toi, je te reconnais plus. Et donc, si vous voulez, j'ai dit bon, ok, j'arrête les cachets, je les ai arrêtés. Oui. Et là, je suis en souffrance. Si vous saviez, c'est terrible. Je pleure pour rien. Je me sens vraiment pas bien. Et le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver d'aide, quoi. Je ne sais pas vers qui me tourner. C'est pour ça que je vous appelle ce soir, parce que je suis vraiment... c'est un petit peu un appel au secours, quoi. Je ne sais plus quoi faire. Mais le psychiatre qui vous suivait, vous avez peur de retourner le voir parce que pourquoi vous vous sentez en échec? Vous avez peur de dire que vous avez replongé? Ah non, pas du tout. Mon psychiatre, en fait, si vous voulez, je pense que c'était pas le bon. Hein. Je pense qu'en fait, vous voyez, il faudrait que il est super, on parle énormément et tout, mais j'avance pas, si vous voulez, j'avance pas. Je parle de mon père, de ma mère, mais on tourne en rond et je n'avance pas. Et mais ça fait combien de temps que vous le voyez? Franchement, ça fait assez longtemps, mais j'ai fait des coupures. Je le vois depuis l'âge de 20 ans. J'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Et non, mais c'est pas le bon. Alors vous pouvez voir quelqu'un d'autre. Voilà. Et par rapport à la prise en charge au niveau de votre problème d'alcool, par qui êtes-vous suivi? Eh bien, plus personne. Oui, mais par qui étiez-vous suivi auparavant? Par mon généraliste, qui chaque fois que je vais le voir me presque une prise de sang. Oui, mais par qui d'autre? Par qui d'autre? Personne. Oui, il vous fait les gamma GT, mais c'est pas suffisant, hein, votre médecin généraliste. Il faut Ah non, ça relève pas que du médecin généraliste. Il faut que vous soyez vraiment prise en charge. Vous êtes dans une grande ville? Oui. Écoutez, il y a des services beaucoup plus spécialisés là. Hein. Oui, mais j'ai fait de l'hypnose, hein, ça n'a pas marché. Ah non, mais c'est pas l'hypnose, Sandrine. Il faut aller voir un médecin alcoologue. Et là, vous allez être prise en charge au sein d'un service. Il y a des services maintenant au sein des hôpitaux. Je sais très bien. Mais le problème, c'est que si je relance ça, il va m'en vouloir à mort. Enfin, qui va vous en vouloir? Mon mari, moi j'ai peur. Non mais attendez, Sandrine, votre mari, qu'est-ce qu'il veut? Une femme qui pleure toute la journée, qui est en souffrance, qui va s'enfoncer de plus en plus et qui va finir malade, comme vous le dites, physiquement, et détruite? Ou effectivement, parce que là vous arrivez à donner le change, encore. Mais parce que c'est là où votre mari, finalement, il veut pratiquer la politique de l'autruche? Voir effectivement, oui, on vous avait donné des comprimés qui, pour le moment, vous sédatez un peu, c'est-à-dire vous tranquillisez, vous apaisez, Alors, oui, vous étiez peut-être plus ralenti, parce que effectivement, pendant un sevrage, il faut bien compenser un peu le fait que votre organisme pendant un temps réclame l'alcool, hein, donc on vous donne soit des antidépresseurs, soit des anxiolytiques, mais je veux dire, c'est tentant ça, c'est pendant un temps. Alors est-ce qu'il veut vraiment que vous vous preniez en charge, c'est un temps, cette souffrance, pour que vous alliez vers un mieux-être, ou est-ce que finalement il pratique la politique de l'autruche, que vous alcoolisiez comme ça dans votre coin, alors vous donnez le change en apparence, et puis vous continuez à vous détruire, et physiquement et moralement. Je crois qu'il va falloir aussi lui mettre les cartes en main. Je le sais, mais j'ai terriblement peur de... Si vous voulez, ma solution là, ça serait de refaire une cure. Oui. Et de mettre vraiment les cartes sur table, comme vous dites, et de vraiment
Mais le pauvre, j'ai pas envie de Non, mais attendez. l'embêter plus que ça. Oui, mais quoi. vous voyez, Sandrine, attendez, l'embêter, c'est de vous, donc il s'agit de votre santé, avant tout. Vous, c'est... Oui, mais je l'aime terriblement. Et... Oui, mais vous l'aimez terriblement, bien sûr, mais je veux dire, là, il a besoin aussi, lui, d'avoir à ses côtés, c'est pas en mettant la tête dans le trou que la situation va s'arranger. Or là, c'est ce qu'il est en train de faire. Je suis désolée, donc il ne vous aide pas et il ne fait pas en sorte que dans un proche et lointain avenir, les choses s'améliorent. Donc oui, ça va passer par une phase où effectivement ça peut être un peu difficile. Donc attendez, non, mais il faut, là bon, maintenant on va parler clairement. Oui. Soit vous acceptez, et à un moment il faut aussi lui dire à lui que vous mettez en place un processus où vous allez clairement vous faire prendre en charge, et pas seulement par votre médecin généraliste, parce que là il faut s'adresser véritablement aux spécialistes et aux médecins alcoologue, et dans un service spécialisé, vous allez aller au sein de votre hôpital, dans un service spécialisé, et où vous allez être prise en charge véritablement. Et faire une véritable cure où, je vais dire, vous serez prise en charge par différentes personnes. Et puis, vous serez prise en charge aussi sur le plan psychologique, où vous aurez un soutien par des personnes qui connaissent bien ces problèmes de dépendance. Mais alors, par rapport à votre mari, vous pourrez aussi lui donner les coordonnées des Al-Anon, un numéro qu'il pourra appeler, qui aide la famille et les amis des personnes alcooliques, pour qu'ils prennent un peu contact avec eux et qu'ils se rendent compte quand même, ça serait bien qu'il les contacte, de voir comment aussi il peut aider, parce que là je crois qu'il est un peu dans une attitude de déni par rapport à vos problèmes. Vous avez de quoi noter ? Non. Allez chercher un numéro et on va vous le donner hors antenne. Je vais vous lire quelques messages pour conclure. Il y a Eridan qui dit: pour le moment, vos tentatives de désintoxication ne sont pas encore couronnées de succès, mais vos tentatives de vie sont belles. Vous avez une famille. Vous vous posez des questions, alors dites à votre mari que vous voulez vous en sortir, mais que pour le moment, il ne vous aide pas. Il y a quelqu'un qui dit: j'ai eu une enfance comme Sandrine, 20 ans d'alcool et 3 cures, et aujourd'hui, je suis abstinente. First Lisa qui dit: vous devez avant tout penser à vous et vous soigner. Il y a également Cathy qui dit: il faudrait une école des parents et aussi une école des maris. Votre démon de l'alcool vous cache les autres. Il y a Christophe de Grigny qui dit: il faut penser à vous et penser à vos enfants. Et puis qui dit: en étant les parents de vos propres parents, vous avez été le parent de vos propres parents, vous avez été fragilisé, mais on sent beaucoup de courage et de volonté en vous, donc vous pouvez rebondir. Claire qui dit: ne vous culpabilisez pas pour vos absences, l'important est de retrouver la santé pour vous et pour vos enfants. Et puis Coco qui dit: je vous trouve formidable, vous avez pu fonder votre propre famille malgré votre histoire, et accrochez-vous encore pour vos difficultés, vos problèmes d'alcool. Et puis voilà un petit peu ce qu'il y a. Il y a Finette qui dit aussi surtout n'abandonnez pas. Je crois que vous ne savez pas bien vous occuper de vous, parce que vous n'avez pas su, c'est le problème. Hein. Vous êtes toujours occupé des autres, et dans votre histoire, vous vous êtes occupé de vos parents. Donc, il va falloir apprendre à vous occuper de vous. Et là, encore une fois, vous faites passer votre mari avant vous. Mais si vous voulez votre mari, c'est pas vous en coulant que les choses vont s'améliorer. Donc, c'est vrai que votre mari, certainement par maladresse, mais par maladresse, ferme les yeux, c'est-à-dire ne voit pas, au fond, la gravité de la situation et sous-estime votre souffrance, parce que parfois, quand on vit à côté de ce qu'on aime, de nos proches, on ne mesure pas à quel point ils souffrent, et certainement parce que vous aussi, Sandrine, vous faites en sorte de donner le change. Oui. Donc attention à ça.
Attention à ça, parce qu'à force de trop vouloir donner le change, vous vous enfoncez doucement, mais sûrement. Donc vous avez bien fait d'appeler ce soir, parce que vous dites c'est un appel au secours. Maintenant, sachez qu'autour de vous, il y a des gens qui sont à même de vous aider. Et qu'il faut vraiment maintenant frapper aux bonnes portes. Alors, ne raccrochez pas, on va vous donner les coordonnées de cette association. D'accord ? Et puis rappelez-moi pour vous donner vraiment nous donner de vos nouvelles. Il y a Fred aussi qui dit je connais bien le problème. Il dit ce qu'il faut c'est refaire une cure, quitte à se couper un peu d'une famille dépassée par les événements. 20 ans d'alcool, 4 ans d'abstinence, grâce au centre Saint-Barnabé de Marseille. Il dit contactez-les. Alors bon, vous n'êtes pas forcément à Marseille, mais des centres, ça existe. Il y a des centres d'alcoolologie, ça existe, il y en a partout. Demandez à votre médecin généraliste même qu'il vous oriente. Hein, vraiment. D'accord ? Et donnez-nous de vos nouvelles. Écoutez, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Mais contactez l'hôpital ou demandez à votre médecin généraliste qui vous oriente. Parce que c'est bien beau de faire des prises de sang pour mesurer vos gamma GT, mais maintenant il faut agir. Hein. D'accord ? Et ne vous arrêtez pas. C'est pas parce que vous avez eu 2 cures et qui n'ont pas vous savez, chaque échec, ça vous rapproche de la fois où ça va marcher. Hein ? Il en faut plusieurs avant que ça marche. C'est pas ça vous rapproche du succès, vraiment. D'accord. Accrochez-vous, hein, Sandrine. Je vous remercie. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21. Nous sommes ensemble et en direct, bien entendu, jusqu'à 1h. Vous pouvez également nous envoyer vos messages au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit. Nous sommes désolés, mais pas de courriel ce soir. Ça ne marche pas. Hein. Fifi vient de m'en informer. Nous avons mis quelqu'un sur ce problème technique, mais c'est toujours pas résolu. Donc si vous nous en avez envoyé, désolé, mais nous n'en recevons pas depuis le début de l'émission. Je vous le dirai si c'est réglé d'ici là. Il y a Tony qui revient sur le témoignage de Sandrine et qui dit il faut vraiment vous faire aider par rapport à ce problème grave. Et puis il y a Lali qui dit peut-être vous tourner vers une assistante sociale ou une travailleuse familiale qui pourrait venir aider votre mari, le seconder pour garder les enfants. Dans un autre registre beaucoup moins grave, celui-là, heureusement, il y a Sergio qui dit allez, je veux lancer une grande opération du miel pour Jean-Michel Duez. Du miel et un bon lait chaud. Je peux vous dire qu'il ne traîne pas en ce moment. Hein. J'ai le studio là, je peux vous dire que hop, je me dis même à chaque fois, est-ce qu'il va aller au bout de son journal ? Mais oui, vaillamment, il va au bout de son journal. Mais après, vite, il s'éclipse et il part vite se mettre au dodo. Allez, on va, à propos de, justement, du témoignage de Sandrine, on parlait des parents, je parlais des parents immatures. Il y a un excellent livre qui traite de ce sujet
et qui est tout à fait accessible et abordable, qui s'appelle Parents immatures et enfants adultes de Gisèle Arus Revidi. Son nom s'écrit H-A-2-R-U-S-R-E-V-I-D-I. En 2 mots, Parents immatures et enfants adultes, Gisèle Arus Revidi, et c'est paru aux éditions Payot 2001. Voilà, ça vous éclairera beaucoup sur ce sujet, parce qu'elle s'est penchée sur cette question qu'on aborde peu et qui pourtant est assez lourde de conséquences pour les enfants. On va accueillir tout de suite Philippe. Bonsoir Philippe. Et bonsoir Caroline, bonne année à vous tous. Merci, bonne année à vous. Comment ça va depuis le temps que je ne vous ai pas vu? Écoutez, moi ça va bien. Vous, va je bien. crois que l'année commence bien également pour vous. L'année recommence mieux qu'elle n'a eu lieu, ça c'est clair. Hein. Mais déjà, si vous me permettez, j'ai juste à dire un petit truc. Je vous ai entendu là depuis tout à l'heure et vous parliez de parents. Je vais juste aller quasiment dans votre sens, mais je dirais que je peux en parler. D'être parent, c'est le plus dur métier du monde. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mm. Sur ce, je vous appelle Caroline pour simplement dire que il m'est arrivé une drôle d'histoire à moi. Enfin, une drôle d'histoire, ouais. Une histoire que j'ai provoquée sans vraiment le vouloir. Au mois de juillet dernier, je travaillais en restauration, dans une chaîne. Je ne vais pas nommer le nom. Mhm. J'étais en vacances et je passais quelques villes plus loin où j'habite et je tombe sur un restaurant, sur une brasserie où je demande s'ils cherchaient du monde parce que je savais qu'ils payaient bien, je savais que ça marchait bien, que c'était dans les possibilités, je pouvais accéder à ce genre de truc-là. J'avais assez d'expérience. Le gars me dit, écoutez, faites donc un essai, venez un samedi, venez travailler avec nous et puis on vous dira. Bien, donc je fais cet essai, l'essai est concluant, je pose une seule petite touche à ça, c'est que je suis un homme divorcé et que j'ai mes enfants une fois tous les 15 jours, un week-end sur 2. Ils me disent, écoutez, c'est pas sûr qu'on puisse vous accepter comme ça et tout. Bon, enfin bref, l'affaire finalement se fait. Oui. Je pars le samedi et je reprenais le mardi suivant. Ils me disent, écoute, voilà, on va être clair avec vous. Si jamais ça marche, on vous appelle mardi après-midi et puis on vous dit. Bien. Le mardi matin, je reprends mon travail normalement, là où je travaillais, sans me poser trop de questions. Et le mardi après-midi, quand je rentre chez moi, je reçois un magnifique coup de fil en me disant, écoutez, monsieur, voilà, on vous prend, vous pouvez lâcher votre travail et tout. Donc ça s'est passé le mardi, j'ai donné ma démission, j'ai pas fait mon mois de préavis, et je suis parti le lendemain, le mercredi, travailler là-bas. Je fais ma journée un petit peu dure parce que je connaissais pas trop l'établissement, je connaissais pas trop bien les repères, j'ai pas de repères. Mais enfin bon, j'arrive à me débrouiller quand même. Oui. Et à la fin de ma soirée, quand j'ai dû me rentrer chez moi, on m'a simplement dit qu'il m'avait juste pris pour une journée parce qu'il avait besoin de quelqu'un en remplacement en me faisant miroiter un CDI. Ah d'accord. Voilà. Donc, autant vous dire que depuis exactement le 24 juillet, je n'ai plus de travail. Je n'ai pas le droit au chômage. Mm. Donc, c'est un cercle qui est très dur. Et moralement et psychologiquement, arrivé à un âge où on peut se poser des questions et en se disant, on imagine bien que le mec de 20 ans déjà il a du mal. Alors moi, quand on est 2 fois son âge, comment je vais faire? Et donc, j'ai fait des petits extras à droite à gauche dans des restaurants UP, dans des restaurants 3, 4 étoiles. Oui. Donc, ça a bien marché, mais c'était toujours que comme ça, à l'occasion. Ça paye, mais ça finit pas les fins de mois. Et puis, je connais un ami qui travaille dans un centre hospitalier, clinique exactement, et m'a dit, moi, ton CV m'intéresse. Je sais qu'il cherche du monde à partir de janvier. J'ai parlé de toi. Et moi, je te dis que je vais te faire prendre. Et donc, il en a parlé à son patron. Ça fait longtemps que j'attends cette nouvelle. Et ce soir, il m'a appelé en me disant que ça allait se faire. Et que j'avais même commencé plus tôt que prévu. Ce Donc, soir, enfin, vous avez eu la nouvelle? Ouais. Ah, mais c'est formidable, ça. Donc, j'ai appelé ce soir Europe 1 pour vous en parler. Je voulais vous appeler déjà depuis longtemps.
Je voulais crier ma haine contre les patrons qui m'ont trahi. Mais je me suis dit que ça ne servait à rien. Bah, écoutez, là pour le moment, c'est plutôt là positif. C'est plutôt positif là. Ce soir, vous avez regardons l'avenir. Vous êtes plutôt dans. Vous êtes maintenant dans quelque chose. Laissons, voilà, on tourne la page. C'est une nouvelle année. Voilà. Laissons. Vous savez, c'est la haine, c'est jamais quelque chose de. Ne cultivez pas trop l'amertume. Je comprends que vous ayez été blessé, mais là, il y a une voie nouvelle qui s'ouvre. Il y a quelque chose là l'avenir s'ouvre après beaucoup de galères. Donc ça 2011 semble plus serein. Voilà, moi je vous parle de galère. Moi je vous dis qu'encore moi j'ai pas trop souffert parce que moi j'ai la chance, c'est que j'ai des parents derrière moi, même à l'âge où j'ai une famille. J'ai des gens qui me soutiennent. Je suis pas malheureusement dans le cas de l'auditrice qui parlait tout à l'heure de ce terrible affront qu'elle avait constamment avec elle. Elle est toute seule face à elle-même. Moi, j'avais des gens derrière moi. J'avais ma famille, j'ai ma mère, j'ai mon père. J'ai tous ces gens-là qui sont autour de moi et qui m'entourent. Qui m'ont porté leur soutien, qui m'ont toujours encouragé. Oui, vous étiez soutenu. Ça va finir par payer, ça va finir par rentrer. Oui, ça se précise là. Et là, ça se précise. Bon, alors, si vous voulez, on croise les doigts alors. 6 mois au départ, mais renouvelable. Alors, je vais me donner à 100 000 volts, à 100 000% pour que ça dure plus de 6 mois et que ça débouche sur un CDI total. Mais écoutez, on vous le souhaite de tout cœur, mon cher Philippe. Écoutez, je vous dis, ça va, je vais me battre à fond. Il y a First Lisa qui dit attention, demandez toujours un contrat de travail. Voilà, c'est la base. Ça, je me suis fait avoir une fois. Je vous garantis que je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. Je me suis fait avoir une fois, c'est bon, j'ai compris. Et j'ai compris, j'ai pris le coup de bâton derrière la tête. Ça va. Allez. J'ai explosé en train froide. La roue tourne, Philippe. Plein de bonnes choses alors pour 2011. Je souhaite à l'équipe d'Europe 1 de continuer et puis je vous souhaite une excellente année à vous tous. Merci. Vous en méritez bien, en tout cas. Merci à vous aussi, Philippe. Plein de bonnes choses et un bon travail à la clé là. Au revoir. Au revoir, Philippe. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Une très bonne année. Merci Stéphane. À vous aussi, tous mes vœux. Tous mes vœux également et tous mes vœux à toute votre équipe. À Campagne, j'ai un d'abord au téléphone qui est super gentil. Merci pour lui. Et à toute votre équipe. Merci pour l'équipe également. Voilà, ça fait très très longtemps que je vous écoute depuis le début. Et hier soir, je vous ai envoyé un mail parce que j'avais envie de vous parler. Oui. Parce que je crois que vous avez dû avoir un petit résumé, une petite fiche me concernant. Oui, ça a été. Vous avez vécu une fin d'année très très difficile. Hein. Oui, j'ai vécu une fin d'année très difficile l'année dernière et cette année aussi. À savoir que je sais pas par quel bout commencer, mais disons voilà, j'ai vécu une relation de 18 ans avec un garçon, j'ai 40 ans. Oui. Et qui s'est arrêté le jour du réveillon 2009. Du premier de l'an. Voilà. Oui, c'est pour ça que l'histoire de Gabrielle hier soir a résonné particulièrement en vous, puisqu'elle aussi a été quittée à quelques jours du réveillon. Tout à fait. Il faut dire que j'avais quelques doutes auparavant, effectivement, parce que je le voyais sur Internet. Et je le sentais s'éloigner de moi, mais j'ai essayé un petit peu de me voiler la face, finalement. Simplement, il m'a annoncé le jour du 31 qu'il passait le réveillon chez des amis, alors que nous devions passer le réveillon ensemble. Donc j'ai passé le réveillon tout seul. Et
Et donc, il a eu la franchise de m'avouer, en fait, qu'il voyait quelqu'un d'autre ensuite. Voilà. Donc, ça a été très difficile. Par la suite, j'ai fait une dépression. Donc, aujourd'hui, je suis soigné par antidépresseurs et anxiolytiques. J'ai perdu mon travail. Vous avez perdu votre travail. Pourquoi il y a eu des problèmes au sein de la société dans laquelle vous étiez? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Je travaillais dans une banque et suite à la crise économique, il y a eu un plan social et comme j'étais un des derniers arrivants, j'étais un des premiers partants. Oui. Voilà, donc ça en plus. Donc en fait, ça a été. Oui, ça s'est vraiment été un enchaînement très pénible parce que une séparation après tant d'années de vie commune, 18 ans. Alors le travail évidemment ne permet pas n'empêche pas le chagrin, la tristesse, mais ça permet quand même c'est un endroit où on peut un peu se récupérer, au moins d'occuper son esprit quand on a la chance déjà de faire un travail qui nous plaît. Puis combien même d'avoir des liens, d'avoir des contacts. Donc là, perdre son travail et se retrouver comme ça isolé, c'est vraiment une épreuve supplémentaire. C'est une épreuve supplémentaire et d'autant plus que ce garçon, je l'ai rencontré très jeune, j'avais 22 ans, puisque aujourd'hui j'en ai 40. Et en fait, j'ai construit, si vous voulez, mon univers autour de lui. Faut vous dire que, je ne sais pas si dans le mail que je vous ai envoyé, je vous ai dit que j'ai perdu mon père à l'âge de 20 ans. Oui. En fait, j'ai reconstruit mon univers tout autour de lui. Donc, j'ai eu vraiment l'impression que tout s'est effondré d'un seul coup. Et voilà, donc forcément, tous les souvenirs, tout ça, qui sont très difficiles, que je n'arrive pas aujourd'hui, je n'arrive pas parce que je suis toujours amoureux de cette personne. Je n'arrive pas, si vous voulez, à me détacher, à tourner une page. Je ne ressens plus de désir. Oui. Pardonnez-moi, je vous interromps. Je ne ressens même plus de désir, si vous voulez, pour aujourd'hui envisager une nouvelle relation. Parce que j'ai l'impression c'est pas que j'ai l'impression, mais j'ai l'espoir qu'il me revienne quelque part. Du fait qu'on entretient encore des relations. De quel type? Des relations de type amical, purement amical. De se rendre un service, etc. Et parfois, quand il a besoin que je lui rende un service, il fait appel à moi. Alors, il vit aujourd'hui avec son nouvel ami. Quand celui-ci n'est pas là, il me demande de venir chez lui. Pourquoi? Pour boire un verre, pour discuter, etc. Pour que je l'aide parfois sur certains plans, sur des points professionnels. Moi, je travaillais dans la banque. Oui. Et donc sur certains points professionnels. Oui, mais comment voulez-vous vous détacher? Oui, c'est la question que... Comment voulez-vous vous détacher, Stéphane, en entretenant ce lien? C'est plus simple pour lui.
il a quelqu'un dans sa vie. C'est lui qui a pris la décision de partir. Aujourd'hui, il a une personne dans sa vie. Il vous voit, lui. Il peut avoir une relation avec vous amicale. Il peut effectivement vous voir quand son nouvel ami n'est pas là. Mais vous, c'est le vide actuellement dans votre vie. Vous vivez avec l'espoir que l'amour renaisse de ses cendres. Exactement. Bon, Exactement. c'est infernal pour vous. C'est complètement infernal. Donc, à la fois, cela vous fait du bien de le voir, et en même temps, ça vous fait du mal. Là, il pense plus à lui qu'à vous dans cette relation. Celui qui part. Vous pensez qu'il pense plus à lui qu'à moi dans cette relation? Bien sûr. Celui qui part, celui qui prend la décision de partir, doit pouvoir avoir la maturité suffisante de prendre à un moment des distances vis-à-vis de celui ou celle qu'il quitte, s'il sait que cette personne-là a encore, je dis bien, chaque situation est différente, mais la personne qui part et qui sait que l'autre est encore amoureux doit pouvoir prendre des distances, parce que sinon, c'est maintenir une ambiguïté, c'est maintenir un espoir. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas possible dans quelque temps, quand vous irez mieux, quand vous serez plus apaisé, quand vous serez guéri. Enfin, c'est pas le bon mot, mais quand il y a finalement moins affecté par cette séparation, vous pourrez vous voir sans finalement le voir comme un ami, peut-être. Mais pour le moment, cela est compliqué pour vous. Pour le moment, c'est très compliqué. Ben oui. Donc, il serait préférable que vous ne le voyiez plus, que vous n'ayez plus de contact. Parce que même si ça paraît très difficile, quand on dit cela, au départ, on se dit « Oh, mais c'est pire !» N'avoir plus aucun contact, quelqu'un que l'on a aimé, avec qui on a tout partagé, et tout d'un coup ne plus le voir, mais c'est terrible, c'est monstrueux même de dire comme ça, il disparaît de ma vie. Alors oui, on a l'impression que c'est terrible, mais au fond, je vous assure que c'est ce qui aide, Stéphane. D'accord. Donc vous pensez qu'il faut mieux que je ne le vois plus. Que vous preniez vos distances. Que je prenne mes distances. Ah oui, parce que le voir, c'est on dit remuer le couteau dans la plaie, hein, c'est ça, c'est petit à petit vous forgez votre propre, voilà, vous entretenez la blessure, au lieu qu'elle se cicatrise, à chaque fois, voilà, on l'entaille, on fait en sorte que ça se referme jamais. Et je vous assure qu'au départ, c'est difficile, ça coûte terriblement, qu'on a envie d'appeler, qu'on a envie d'entendre la voix de l'autre, qu'on a envie de le voir, mais que de toute façon, quand on voit la personne, c'est pas comme on le voudrait. Puisque quand vous le voyez, mais vous pouvez plus être dans une intimité comme vous l'étiez avec lui. Complètement. C'est tout ça. Je le vois, mais je ne le vois pas comme je voudrais le voir. Mais évidemment. En fait. Voilà. Donc, vous êtes de toute façon dans ce manque, dans la frustration. Donc, ça ravive la peine et la tristesse. Donc, vous entretenez votre propre chagrin. Et donc, c'est là où je dis qu'il pense plus à lui qu'à vous. Et c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, il m'appelle s'il a besoin de moi. Alors, en plus, comme j'ai perdu mon travail, je suis parti de l'appartement. Je vis actuellement à l'étage au-dessus de lui, en colocation avec une amie.
c'est pas génial a priori. Non. Mais surtout à l'étage au-dessus, c'est insupportable qu'il soit dans le même immeuble, là, oui. C'est l'appartement juste au-dessus. Ah oui, non, mais ça c'est clair qu'il faut que vous mettiez aussi de la distance géographique, hein. Et psychique et géographique, hein. Ouais. Il faut un éloignement à tout prix. Mais vous savez, déjà, je reçois un message de Prune qui dit, bon, évidemment, couper les ponts, cette situation n'est pas bonne pour vous, et qui dit aussi, il faut mobiliser vos forces pour retrouver un emploi. Parce que ça va terriblement vous aider. C'est-à-dire que ça va passer par là, votre reconstruction personnelle, elle va aussi passer par là, Stéphane. C'est-à-dire que, vous savez, dans la vie, il y a une nouveauté en entraîne une autre. C'est-à-dire que le fait de déjà être quitté, ça entraîne souvent un sentiment. Ça peut entraîner, pas souvent, mais ça peut entraîner un sentiment d'autodépréciation, de perdre son emploi. Même si vous le dites, ça n'avait rien à voir avec vous. C'est vous étiez le dernier à arriver, donc le premier licencié. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec vos compétences, vos qualités. Mais bon, c'est pas facile à vivre. Donc le fait de retrouver un emploi, c'est aussi, vous allez vous refaire un réseau de nouvelles relations, de nouveaux contacts, faire des nouvelles rencontres. Alors, bien sûr que pour le moment, ça vous paraît être des années-lumière. Alors, c'est vrai que ça me paraît des choses insurmontables. Oui, pour le moment. J'ai tellement été effondré. Mais oui. Que même le fait de rechercher un emploi, ça a été très difficile et je me suis mis à rechercher un emploi récemment et j'ai une piste sérieuse et je devrais normalement reprendre un emploi à partir du 11 janvier. Ah, tant mieux, ça c'est une excellente nouvelle. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle, oui. Ouais. Mais c'est été dur parce que voilà, et ce qui a été dur aussi, c'est que je suis venu. Bon, j'ai vécu en colocation, donc je vis en colocation avec l'appartement juste au-dessus, ce qui est pas bien géographiquement, comme vous me le dites. Parallèlement à ça, je fais des allers-retours. Je suis venu chez ma mère un petit peu me réfugier pour avoir un peu de réconfort que je n'ai pas vraiment eu, mais si vous voulez, je la comprends parce que on n'est pas de la même génération, etc. Et bon, puis c'est pas son histoire en même temps, donc forcément, j'ai pas trouvé le réconfort que je recherchais. Donc on s'est un petit peu brouillé. Donc en fait, j'ai repassé un réveillon, le dernier réveillon tout seul. Voilà. Donc, vous avez des amis? Oui, j'ai des amis quand même. J'ai un réseau amical qui est bon. Est-ce que par rapport à votre, vous êtes suivi, vous me dites, vous prenez un traitement par rapport à la dépression qui s'en est suivie suite à votre séparation. Est-ce que vous faites un travail aussi en thérapie? Non, c'est ce serait important. Mon médecin généraliste qui. Moi, je trouve toujours dommage. C'est ce qui m'ennuie un peu, hein. Vous voyez, je vous cache pas, quand les antidépresseurs sont prescrits par des médecins généralistes, qu'ils ne conseillent pas quand même de faire une démarche auprès d'un thérapeute. Parce que je trouve que c'est pas n'importe quel type de médicament et que je trouve que prescrire ce type de médicament sans l'associer à une prise en charge par la parole, je trouve que on prescrit cela parce qu'il y a une souffrance morale. Et c'est, on donne cela parce qu'il y a cette souffrance. C'est un peu comme on fait tomber la fièvre, mais sans savoir le symptôme qu'il y a derrière. Alors c'est bien joli, oui, il y a une souffrance, il y a une douleur, il y a une séparation, mais il n'y a pas d'endroit pour parler, pour élaborer un peu cette souffrance. Et je trouve, à vous écouter, Stéphane, que après avoir été quitté,
quand même, après, avec une relation de 18 ans de vie commune, perdre un emploi, je trouve qu'un soutien psychologique serait quand même pas du luxe. Donc je pense que ça vous aiderait, oui, et que ça vous aiderait à aller aussi un peu de l'avant, bien sûr. Et vous voyez, par rapport à cette relation, je pense que là aussi, on aurait pu vous dire que c'était pas une bonne chose de continuer à maintenir ce lien. C'est ce que d'ailleurs, je reçois encore un message en disant votre ex-compagnon vous coupe les ailes tout en vous gardant sous son aile. Sauvez-vous. Et puis, il y a aussi, pour conclure, il y a un autre message, il y a Eridan qui dit « On n'efface pas une relation de 18 ans en soufflant sur soi comme sur une bougie. Vous devriez voir le film Retour à Howard's End. Il y a un personnage dans ce film qui vous ressemble, et même plusieurs en fait. Je vous assure que ce film vous ferait du bien. Je n'en ai pas entendu parler, je ne sais pas si vous le connaissez. Retour à Howard's End. Howard's, parce qu'avec mon accent, Howard ''S et end comme la fin. Comme la fin, d'accord. Je vais rechercher ça effectivement et je vais regarder. Alors, il y a quelqu'un qui dit d'abord la distance puis le mieux-être et en option pour optimiser, choisissez la thérapie. Et puis il y a quelqu'un, c'est Lilia qui dit c'est très douloureux de vivre la fin d'une passion, d'une histoire d'amour, mais il faut couper les ponts très vite. Cela vous grandira dans votre estime de vous-même. Coco qui dit prenez bien soin de vous, pensez à vous d'abord avant de penser à lui, bon courage. Lali qui dit vous êtes encore très jeune, l'avenir est devant vous. Et First Lisa qui dit allez, reprenez votre bâton de pèlerin, il faut avancer. Cathy qui dit je pense que selon les histoires, on peut continuer à garder des liens. Oui, selon les histoires. Et puis parfois on se sépare, on n'est plus amoureux l'un et l'autre. Quand on n'est plus amoureux, on peut continuer à garder des liens. Mais quand il y en a un qui est amoureux, non. Parce que ça fait du mal. Voilà. C'est ça qui fait du mal. Oui. Quand il y en a un qui est amoureux. Qui reste amoureux. Ben oui, et c'est votre cas. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous avanciez et que vous pensiez à vous et que vous alliez un peu, je crois, parler de tout cela, hein, vraiment, Stéphane, parce que. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, je vous ai interrompu, Caroline, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne ressens même pas le désir. Enfin, oui, mais ça, c'est normal. C'est normal. Le désir de rencontrer quelqu'un, d'autre. Oui, mais d'abord, Stéphane, vous n'êtes pas tout à fait sorti d'un état un peu dépressif. Donc, dans cet état-là, on n'a pas vraiment le désir. Et puis, comment voulez-vous ressentir le désir ? Vous continuez à entretenir le lien avec votre ex-compagnon et vous êtes dans l'espoir que la relation reprenne. Donc, dans ce cas-là, bien évidemment, vous n'envisagez pas qu'il y ait des possibles ailleurs. Vous êtes encore lié à lui. Pour se lier à quelqu'un d'autre, il faut déjà se délier, Stéphane. Or, vous n'êtes pas encore, vous êtes encore trop lié à cet homme. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Donc ça, je pense vraiment que le fait d'en parler vous y aiderait grandement. Allez, plein de bonnes choses à vous pour cette année, que vous puissiez avancer comme ça. En tout cas, ça me fait du bien de vous parler. Et tout ce que vous m'avez dit m'a fait beaucoup de bien. Mais tant mieux. Les auditeurs qui sont intervenus. Il y a Brigitte qui dit il y a une phase de transition forcément chaotique où ce qu'on vit de nouveau peut paraître un peu gratuit, mais on fait des rencontres et on avance. Oui. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je ne réponde pas à ces appels, que je ne réponde pas à ces mails. Je crois qu'il faut, vraiment mettre de la distance. C'est une façon de vous préserver. Oui. Et avec ce nouveau travail-là, j'espère qu'il va se concrétiser, pour vous, vous allez voir que vous allez être dans une dynamique nouvelle. Et souvent, être dans quelque chose comme ça de nouveau, ça entraîne aussi dans une dynamique professionnelle nouvelle, ça entraîne aussi de la nouveauté dans plein d'autres domaines. C'est ce que je vous souhaite vraiment, Stéphane, pour cette nouvelle année. Vraiment. J'espère. Allez, plein de bonnes choses à vous. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline. Et je vous souhaite encore une très bonne année. Et puis, merci. Meilleurs vœux à vous et plein de bonnes choses pour vous aussi. Merci, au revoir. Merci, Caroline.
confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, belle et douce année 2011 à vous Caroline. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci. Alors vous êtes sur les routes ce soir. Voilà, ce soir. Vous travaillez, vous êtes en train de saler les routes. Exactement, c'est ça. Dans la mesure où je suis dans une région où ils annoncent éventuellement un peu de pluie verglaçante demain matin. Ah voilà, ce soir Olivier le patrouilleur se transforme en Olivier le saleur. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous ne manquez pas de sel ? Non, on n'a pas ce genre de problème. On a eu Parce que c'est ce qui fait l'actualité ces derniers temps. On a peur de manquer de sel. On a des grosses quantités. On a eu une bonne livraison. Donc normalement, on a de quoi tenir. Voilà. Donc ce soir, je voulais vous appeler déjà pour saluer tous les auditeurs, les amis de la nuit, et aussi je voulais rebondir un peu sur le témoignage de Philippe, qui est passé avant Stéphane, dans le sens où, plutôt que de souhaiter une bonne année à tout le monde, comme cela se fait de façon conventionnelle, c'était surtout passer un petit message d'espoir que on était par moments dans des situations difficiles. Il y a des gens qui étaient dans des situations qui étaient très très difficiles, mais comme je dis de temps en temps, le soleil finit toujours par se lever. Et c'est ce qu'on a pu voir avec le témoignage de Philippe, qui a perdu son emploi. Oui. Du fait d'un employeur indélicat, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'horizon s'éclaircit pour lui, le soleil se lève et de nouveau, et si tout va bien, il retrouve un travail. Donc c'était un peu le sens du message, c'est que effectivement par moment on peut être dans une situation très très difficile, mais il faut toujours, même si c'est pas simple évidemment, toujours garder espoir, parce que la roue finit toujours par tourner et les choses finissent quand même par s'améliorer. C'est mon sentiment, un moment ou à un autre. Alors des fois ça peut être long, mais je pense qu'il faut garder cet espoir au cœur qu'il y a toujours un mieux possible. Voilà, mais on l'espère en tout cas pour Philippe, là ça semble se concrétiser pour lui. Stéphane nous disait qu'il espérait aussi, et on croise les doigts très fort pour lui, une réponse aussi positive pour un emploi là, le 11 janvier. Donc oui, bien sûr qu'il y a toujours la roue tourne, hein, il y a toujours des moments comme ça, il faut savoir aussi saisir à un moment sa chance. Il y a des jolies choses qui se présentent, et c'est peut-être aussi parfois savoir aussi dans le quotidien aussi, dans le moment présent, pouvoir profiter un peu des instants. Hein, c'est ce que je disais un peu là. Je sais plus à quel moment c'était, le 31 ou en début d'année. Peut-être parmi les vœux, les résolutions. J'aime pas trop dire les résolutions. Qu'est-ce qu'on fait, parce que la plupart on ne les tient pas. Oui, mais souvent on est tourné vers le passé, on le ressasse, ou on se projette dans l'avenir, et parfois on l'appréhende, et du coup on n'est pas dans le présent. Pas assez, très peu, et on passe à côté de petites choses, de petits moments, de jolis moments, de petits bonheurs. C'est pas toujours, c'est des petits moments comme ça fugitifs qui adoucissent la vie. Adoucissent, exactement, c'est le mot, qui peuvent la rendre un petit peu plus tendre, un peu plus savoureuse, un peu plus. C'est des petits instants. Voilà. Et il faut pouvoir les goûter. Alors c'est vrai que quand on est vraiment mal, quand on a été frappé par une épreuve, on ne peut plus les apprécier. Mais il y a des moments, heureusement, dans la vie, il n'y a pas que des épreuves, sinon ça serait insupportable, où on peut de nouveau les apprécier. Mais parce qu'on est trop absorbé, on ne sait plus faire attention à cela. C'est vrai. Et il y a tellement de gens dans les auditeurs, de gens en souffrance, qui sont dans des situations vraiment difficiles. C'était un peu modestement, on va dire ça, moi, le message que je voulais essayer de faire passer, c'est espoir, parce que il y a toujours l'espoir pas d'un ailleurs, mais en tout cas l'espoir
d'un meilleur possible. Mais c'est passé en tout cas. Il y a Sergio qui dit allez, salut ami Olivier le patrouilleur, bon courage à toi et bonne année. Il y a Coco qui dit bonsoir Olivier, merci pour votre gentillesse et bon courage pour ce soir. Voilà. Écoutez, je vous remercie Caroline. J'en profite pour saluer les amis de la Libre Antenne qui se reconnaîtront et mon collègue Nicolas qui me supporte depuis quelques années maintenant. Eh bien, c'est fait. Ils se reconnaîtront. Exactement. Et bon courage, Olivier. Merci Caroline, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Et on va laisser raccrocher Olivier pour qu'il ait le temps d'entendre le très joli message d'Eridan qui lui est destiné, qui dit et Olivier, si vous mettiez du sucre sur les autoroutes, le monde vous ressemblerait, il ne serait jamais amer. En tout cas, sachez que chacun de vos passages sont à la fois chaleur et lumière. J'espère qu'il aura entendu, qu'il aura vite rallumé son poste. Hein. Pardonnez-moi, il y a un petit blanc, mais je m'étouffais. L'imparfait du subjonctif dit que se passe-t-il avec les SMS ce soir ? Tout va bien. C'est avec les mails que ça ne fonctionne pas, mais le vôtre vient d'arriver, donc je sais pas, c'est peut-être vous qui n'arriviez pas à les envoyer. Et puis il y a First Lisa qui dit Yalla, comme disait sœur Emmanuelle. Et oui, c'est vrai que ça nous manque son Yalla. On va accueillir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Caroline, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc moi je vous appelle ce soir, c'est pas pour un problème personnel, je suis pas un cas désespéré, mais il y a des situations... Il n'y a pas que des cas désespérés, voilà, quand même. Exactement, voilà. Oui. Donc en fait je vais rebondir un peu sur les dernières paroles d'Olivier qui dit qu'il y a toujours un espoir et qu'il faut se raccrocher à ça. Et en fait moi mon interrogation c'est sur ces femmes désespérées qui découvrent par hasard ou parce qu'elles ont fait une petite enquête qu'elles étaient trompées par leur mari. Voilà, donc moi dans mon entourage j'ai plusieurs cas là actuellement de femmes qui viennent de se découvrir trompées et par des maris en fait qui ont vraiment eu des coups de cœur pour une autre femme. Et ces femmes-là s'accrochent désespérément. Et ils veulent absolument garder leur mari, l'aliéner en quelque sorte, à tout prix le garder. Et pourquoi et comment envisager une vie comme ça ? Enfin, je sais pas, moi je trouve ça pathétique. Alors je peux comprendre la peine qu'on peut avoir quand cette situation nous arrive, mais après au-delà de cette peine, etc. et des premières réactions. J'ai du mal à comprendre de vouloir absolument retenir un amour qui n'en est plus un et retenir un homme, ou peut-être ça peut être aussi l'inverse, c'est l'homme qui retient la femme envers et contre tout, alors avec diverses menaces de chantage au suicide, etc. Et moi j'ai un peu de mal à comprendre quel est le processus psychologique et intellectuel de ces personnes-là qui veulent à tout prix rester dans une relation en fait qui n'est plus une relation d'amour et qui doit être invivable au quotidien. Et j'aimerais comprendre ça. Comment est-il possible Comment n'est-il pas possible justement de faire un deuil de la relation, accepter quelque part peut-être l'échec, et puis c'est toujours compliqué d'accepter l'échec. Mais moi, je pense que c'est plus compliqué de ne pas l'accepter et puis de rester dans des situations qui paraissent complètement invivables. Alors, déjà, parce que, il y a plusieurs cas de figure dans ces histoires d'infidélité. Là, les situations, vous partez du principe que dans les cas d'infidélité, il n'y a plus d'amour, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors moi, il y a des cas de figure où on peut comprendre que les femmes trompées, comme vous dites, s'accrochent, pour prendre votre expression, et elles ont bien raison de le faire, parce que parfois il ne s'agit que d'une passade, que de quelque chose qui au fond ne va pas résister et où en fait véritablement l'homme reste malgré tout attaché à son épouse, au couple qu'il a construit avec elle. Et puis parfois il s'agit
d'une véritable rencontre, d'un véritable, au-delà d'un coup de cœur, parce qu'après tout, un coup de cœur, ça peut, vous voyez, ça peut être aussi effet de mer, hein. Bon, mais il peut y avoir véritablement se créer une histoire d'amour, et où là, je reprends encore une fois votre expression, par tous les moyens, l'épouse va refuser la fin du couple, la mort du couple, y compris avec des chantages, les chantages au suicide. Bon, alors il y a derrière cela, bien sûr. Il y a toujours de la souffrance au fond derrière tout cela, même si dans la souffrance il y a de la manipulation quand on est dans le chantage au suicide notamment. Hein. Parfois il y a les enfants qui peuvent être utilisés. C'est valable aussi du côté des hommes, hein, où les enfants peuvent être utilisés, et c'est une des armes la plus puissante. Je dirais presque plus que le suicide d'ailleurs, les enfants. Je crois que après ça renvoie, c'est difficile de vous donner des réponses comme ça claires et précises, ça renvoie à l'histoire de chacun, au fait que perdre, renoncer, l'idée d'échouer, faire face à la séparation, comme vous dites, à la problématique du deuil d'une relation, au fait de se retrouver seul aussi, peut-être extrêmement angoissant. Oui, mais je veux dire, moi, pour l'avoir vécu, je suis seule et contente de l'être. Je me sens mieux, je m'entends très bien avec mon ex. Et en fait, si on s'est quitté, c'est pas du tout pour une problématique de tromperie ni d'adultère, mais n'empêche que je sais exactement. Je veux pas non plus faire la fière, mais je sais effectivement, je connais le processus d'acceptation. Déjà de l'échec, c'est très difficile, ça prend du temps, et je pense que si on n'a pas accepté ça, on est toujours en règlement de compte, et puis on n'arrive pas à s'en sortir et à repartir sur quelque chose de neuf. Et je pense qu'une fois qu'on a accepté d'avoir échoué en fait dans quelque chose qu'on a peut-être mis le plus de cœur à réussir, une fois qu'on a accepté ça, je crois qu'on peut arriver à trouver un équilibre pour après se reconstruire et accepter la solitude. Et je pense que c'est la solitude, je dirais la vie seule, et je pense que il me semble, moi, pour ma part, que c'est quand même plus facile d'être seule et en paix que de rester avec un mari ou avec une femme avec qui on ne s'entend plus, avec un mari ou une femme qui en a une autre, mais c'est pas. Oui, mais Nathalie, là encore, c'est très difficile parce que c'est pas forcément un mari ou une femme avec qui on s'entend plus. Bien sûr que parfois, dans ces situations, c'est pas toujours. Si c'est l'enfer au quotidien, oui. Bien sûr, mais c'est pas toujours, Nathalie, c'est pas toujours l'enfer, c'est ça le problème. Oui, c'est que c'est pas forcément, ça peut être des couples qui s'entendent plutôt bien. Enfin, je veux dire, ça se passe, mais c'est aussi des idées que vous pouvez avoir. Là aussi, on pense que parce qu'il y a infidélité, forcément, ça va mal, ou le couple ne fait plus l'amour, ou je ne sais quoi. C'est pas forcément le cas. Vous savez, le désir, peut-être que oui, on a besoin, le désir se nourrit de nouveautés et d'autres, et puis peut-être et du coup, il peut y avoir à un moment une rencontre qui fait chavirer le cœur, mais ça veut pas dire que le couple était un couple qui allait forcément mal. Donc après, j'entends votre discours sensé, rationnel et tout ça, mais dans les faits à vivre, je peux comprendre aussi que ça soit très difficile à vivre, de découvrir qu'on est quitté. Alors, oui. J'imagine, mais ou qu'on est trompé, c'est toujours quand même une très grande blessure. Après, je dis pas, bien sûr, que s'accrocher et tout ça, c'est s'exposer à de très grandes souffrances, et que bien sûr qu'il faudrait pouvoir renoncer, mais renoncer, et c'est ce que l'être humain a de plus de mal à faire. Parce que c'est vrai que dans les cas, moi, que je connais là dans mon entourage proche, les maris sont complètement, restent à la maison mais résignés, tournent en rond, sont pas bien, sont malheureux parce qu'ils ont renoncé. Les pauvres. Ont
renoncer, alors aussi par lâcheté, hein. Bah oui, j'allais dire, Souvent, attendez, c'est bon, voilà, quoi. Par lâcheté, et puis, oui, par manque de courage, et puis... Ouais, c'est aussi à eux, peut-être, ou alors, hein. justement, parce que victimes d'un chantage au suicide, Ouais, ou aux enfants, etc., et sont mal, et Ouais. je sais pas, moi, je trouve que pour la femme... Enfin, chacun voit midi à sa porte, hein. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça, moi, je voulais avoir votre avis aussi. Moi, il me semblerait que, enfin, je sais pas. Moi, je comprends que chacun défende sa position, hein. Quand on est la maîtresse, on défend sa position, mais quand on est la femme, je comprends qu'après tout, la femme utilise toutes ses armes pour garder son mari. Je dis pas, je suis pas en train de défendre le chantage au suicide. Vous imaginez bien, moi, en tant que psy, défendre le chantage au suicide, je serais quand même, ça serait quand même le comble. Mais je comprends aussi qu'après tout, on utilise, après tout, chacun utilise ses armes. Mais vous savez, je vois, c'est Brigitte qui dit toujours difficile de comprendre ce qu'on n'a pas vécu. Toute relation de couple est a fortiori, toute personne est singulière. Il y a Luce qui dit, c'est peut-être une vraie douleur physique et psychique. Ça dépend de sa propre histoire. La dépendance affective, c'est aussi une addiction. Alors, ne jugeons pas trop vite. C'est compliqué toutes ces histoires-là. Non, mais c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est toutes ces histoires-là. Vous savez, il y a c'est des histoires singulières, donc on peut pas donner comme ça. Il faut se pencher. Vous savez, l'histoire de couple, c'est très très complexe. Voilà, donc non, on peut pas. On est obligé de continuer parce que j'avais un disque à passer, mais j'ai plus le temps. Ouais. Juste pour conclure, pour moi, l'illustration de mon propos, c'est le film Partir avec Christine Scott Thomas et Sergi Lopez. Ah, je l'ai pas vu. Pourtant, je les aime beaucoup tous les deux. Écoutez, essayez de le voir. Pour moi, c'est tout à fait, voilà, quoi. On tombe dans ces extrêmes-là et malheureusement, ça arrive et j'ai du mal, c'est effectivement à comprendre. Mais bon. Il date de quand, ce film? Je pense qu'il y a 2 ans. 2 ans. Partir, ça s'appelle. Partir, ça s'appelle, oui. Ouais. D'accord. Sur une histoire de couple comme ça. Comme ça, voilà. C'est elle qui veut partir et son mari l'en empêche. Ouais. Il y a Isabelle qui dit l'histoire de chacune est différente. Hein, je comprends. Ça dépend. Mais moi, c'est même pas mon histoire, mais je trouve que vouloir absolument retenir un homme à tout prix, pour moi, c'est pas de l'amour. Enfin, je veux dire. Mais évidemment qu'il y a derrière une souffrance, il y a quelque chose qui résonne et qu'on ne peut pas retenir au fond. Il y a à quel prix au fond pour soi, pour le couple. Mais en même temps. Avant de juger, il faut essayer. Vous le dites d'ailleurs, vous ne jugez pas, vous cherchez à comprendre et comprendre. Oui. Il y a toujours des raisons derrière cela. Il y a souvent une grande souffrance. En tout cas, merci. Vous avez lancé le débat. On aura peut-être des réactions. J'aimerais bien de femmes qui se trouvent dans cette situation ou d'hommes demain, à partir du 39-21, qui pourront nous parler d'un vécu. Ça serait intéressant d'avoir leur vécu. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves, il est 1h.